Bienvenue, chers auditeurs, dans cette nouvelle histoire audio, spécialement conçue pour vous accompagner durant vos moments de détente et d'endormissement. Ce soir, nous vous proposons une adaptation exclusive d'Agatha Christie, Les Travaux, d'Hercule Poirot, une enquête apaisante en 7 chapitres. Laissez-vous porter par la voix de notre conteur, tandis que le célèbre détective belge résout une énigme complexe qui s'étale sur plusieurs décennies. Installez-vous confortablement, couvrez-vous d'une douce couverture et laissez l'ambiance mystérieuse des années 1930 vous envelopper. Cette histoire est particulièrement adaptée pour favoriser un sommeil paisible grâce à son rythme apaisant et ses descriptions détaillées. Bonne d'écoute et doux rêve dans Les Travaux d'Hercule Poirot, le célèbre détective belge se trouve confronté à une série de mystères qui semblent étrangement liés aux 12 travaux mythologiques du demi-dieu grec. Chaque chapitre représente une nouvelle énigme qui mettra à l'épreuve les exceptionnelles capacités déductives de Poirot, à travers une galerie de personnages hauts en couleurs et des rebondissements inattendus. Cette intrigue complexe explore les thèmes de la justice, de la rédemption et de la nature humaine. Le tout se déroule dans le cadre élégant des années 1930, mêlant habilement suspense et atmosphère feutrée. Chapitre 1. La première énigme. Le crépuscule tombait doucement sur Londres, drapant les rues pavées d'une lumière dorée qui dansait sur les façades victoriennes. Hercule Poirot, impeccablement vêtu de son costume 3 pièces gris-perle, sirotait tranquillement sa tasse de chocolat chaud dans son appartement de Whitehaven Mansions. Ses moustaches parfaitement cirées frémirent légèrement lorsqu'il entendit le pas caractéristique de son fidèle ami, le capitaine Hastings, monter les marches. « Monsieur Poirot, » commença Hastings en entrant, « vous ne devinerez jamais ce qui vient de se passer au club ce matin. » Son visage, toujours aussi expressif, trahissait une excitation inhabituelle. Poirot posa délicatement sa tasse sur la soucoupe en porcelaine fine. « Mon cher Hastings, je n'ai pas besoin de deviner. Votre agitation excessive me suggère qu'il s'agit d'un événement remarquable, peut-être même intrigant. »« C'est exactement cela, » confirma Hastings en prenant place dans le fauteuil en Plymouth cuir face à Poirot. Un homme est venu au club, un certain Monsieur Whittington, prétendant être descendu du dernier train de Brighton. Mais voici le plus curieux, il affirme avoir vu un fantôme dans son compartiment. Les sourcils soigneusement taillés de Poirot se haussèrent imperceptiblement. Un fantôme, dites-vous, dans un train moderne? Quelle coïncidence fascinante. Continuez, je vous prie. Hastings sortit de sa poche un petit carnet sur lequel il avait griffonné quelques notes. Monsieur Whittington raconte qu'il voyageait seul dans son compartiment de première classe. Vers minuit, alors qu'il somnolait, il a été réveillé par une sensation étrange. Il jure avoir vu une femme vêtue d'une robe blanche flotter devant lui avant de disparaître à travers la porte fermée du compartiment. Poirot joignit les doigts sous son menton, adoptant sa posture de réflexion caractéristique. Très intéressant. Et cet homme, comment était-il? Comment se comportait-il? Parfaitement sobre, précisa Hastings. C'est un banquier respecté, membre du club depuis plus de 20 ans. Personne ne mettrait en doute sa parole. Personne ne mettrait en doute sa sincérité, corrigea doucement Poirot. Mais entrevoir un fantôme et interpréter certains phénomènes, ah, c'est là toute la nuance. Le détective se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, observant les réverbères qui s'allumaient progressivement dans la rue. « Savez-vous, mon ami, que cette histoire me rappelle étrangement un épisode de ma jeunesse? À l'époque, j'étais
encore en Belgique, et... Il fut interrompu par un coup sec à la porte. Georges, le majordome impeccablement stylé, apparut dans l'encadrement. « Monsieur, un message urgent vient d'être livré pour vous. » Poirot accepta l'enveloppe scellée avec un intérêt croissant. En extrayant la lettre, il découvrit une écriture fine et régulière. « Cher Monsieur Poirot, je sollicite votre aide concernant une affaire délicate. Ma nièce, Miss Evelyn Howard, a disparu hier soir après avoir pris le train de Brighton. Elle portait une robe blanche. Je serai chez vous demain à 11 heures. Bien à vous, Lady Cynthia Davenport. » Les yeux de Poirot brillèrent d'une lueur particulière. « Ah, Hastings, voici qui est fort intéressant. Un fantôme dans un train, une jeune femme disparue, et tous deux portent une robe blanche. Ne trouvez-vous pas ces coïncidences, comment dire, trop parfaites pour être vraies ?» Hastings se redressa, intrigué. « Vous pensez qu'il y a un lien entre ces deux événements ? Je pense, mon ami, que nous venons peut-être de découvrir le premier fil d'une tapisserie bien plus complexe qu'elle n'y paraît. Demain, à 11 heures précises, nous aurons l'occasion d'en apprendre davantage. » La soirée s'écoula tranquillement, ponctuée par les observations perspicaces de Poirot sur la nature humaine et les apparences trompeuses. Avant de se retirer pour la nuit, il vérifia méticuleusement que toutes les lumières étaient éteintes, selon son rituel immuable. Le lendemain matin, Lady Cynthia Davenport arriva avec la précision d'une horloge suisse. Grande et distinguée, elle portait l'élégance naturelle des femmes de la haute société anglaise. Ses cheveux argentés étaient impeccablement coiffés, et ses mains fines tremblaient légèrement, tandis qu'elle déposait son sac à main sur la table basse. « Merci de me recevoir, Monsieur Poirot, » dit-elle d'une voix contrôlée mais teintée d'inquiétude. « Evelyn est comme une fille pour moi. Sa mère, ma sœur, est décédée il y a 10 ans, et je me suis occupé d'elle depuis. » Poirot offrit à son invitée une tasse de thé Darjeeling qu'elle accepta avec reconnaissance. « Madame, racontez-moi tout depuis le début, chaque détail, même celui qui pourrait vous sembler insignifiant. » Lady Cynthia inspira profondément. Evelyn devait assister à une réception chez des amis à Brighton. Elle est partie de Londres mercredi soir par le train de 8 heures. Normalement, elle aurait dû me téléphoner dès son arrivée, mais je n'ai eu aucune nouvelle. Ce matin, j'ai contacté ses amis, ils ne l'ont jamais vue. Avait-elle l'habitude de disparaître ainsi ? Demanda Poirot. Jamais. Evelyn est une jeune femme responsable, organisée. Elle travaille comme assistante sociale dans l'East End. Ces derniers temps, elle semblait préoccupée mais refusait d'en parler. Poirot nota mentalement cette information. Son comportement avait-il changé récemment ? Lady Cynthia hésita. Maintenant que vous le mentionnez, elle rentrait souvent tard le soir, parfois accompagnée. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un jeune médecin qu'elle avait rencontré dans le cadre de son travail. Le détective se pencha légèrement en avant. Ce médecin, savez-vous son nom ? Dr Thomas Whitfield, un homme charmant, à première vue. Mais... Elle marqua une pause, significative, mais encouragea Poirot. Il y a quelque chose dans son regard, une intensité qui me met mal à l'aise. Et Evelyn semblait différente quand elle parlait de lui. Poirot se leva et arpenta lentement la pièce. Nous avons donc une jeune femme disparue, un médecin potentiellement impliqué et un fantôme dans un train. Intéressant, n'est-ce pas ? Hastings, qui avait écouté attentivement, intervint. Vous croyez vraiment que ces éléments sont liés ? Mon cher ami, dans notre métier, il n'existe pas de coïncidence, seulement des vérités qui attendent d'être dévoilées. Maintenant, Madame, continua Poirot en se tournant vers Lady Cynthia,
Pourriez-vous me décrire précisément ce que portait votre nièce le soir de sa disparition? Lady Cynthia fouilla dans son sac et en sortit une petite photographie. Voici Evelyn le jour de son anniversaire, il y a 2 semaines. Elle portait cette robe blanche ce soir-là. Poirot examina attentivement l'image. La jeune femme souriait timidement, ses cheveux bruns encadrant un visage délicat. La robe blanche, simple mais élégante, semblait flotter autour d'elle comme une aura. « Fascinant », murmura-t-il, « absolument fascinant. » Après le départ de Lady Cynthia, Poirot passa plusieurs heures à méditer, assis dans son fauteuil préféré. Ses pensées tournaient autour de cette étrange coïncidence entre le témoignage de M. Whittington et la description de la tenue d'Evelyn. « Hastings, dit-il soudain, nous devons nous rendre à Brighton, immédiatement. »« À Brighton? Mais pourquoi? » »« Parce que, mon ami, c'est là-bas que se trouve la clé de ce mystère. Dans ce train de minuit, entre Londres et Brighton, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Et je sens que ce n'est que le début d'une aventure bien plus complexe qu'elle n'y paraît. Chapitre 2. La piste du médecin. Le voyage jusqu'à Brighton s'effectua dans un silence méditatif, seulement perturbé par le cliquetis régulier des roues sur les rails. Poirot, assis près de la fenêtre, observait distraitement le paysage qui défilait, ses doigts tambourinant légèrement sur la coudoir en cuir. Hastings, face à lui, tentait vainement de lire un journal, mais ne pouvait s'empêcher de jeter des regards curieux à son ami. « Vous semblez préoccupé, Poirot, » remarqua-t-il finalement, pliant soigneusement son journal. « Y aurait-il quelque chose que vous ne m'avez pas dit ?» Les yeux verts de Poirot brillèrent d'une lueur malicieuse. « C'est exact, mon cher Hastings. Il y a effectivement un détail troublant. » Il marqua une pause, savourant l'effet de suspense qu'il créait. Lorsque Lady Cynthia nous a montré la photographie de sa nièce, n'avez-vous rien remarqué de particulier? Hastings fronça les sourcils, essayant de se remémorer l'image. Eh bien, elle était très jolie, avec ses cheveux bruns et ses yeux clairs. Précisément, s'exclama Poirot. Des yeux clairs, alors que M. Whittington a décrit la femme fantomatique comme ayant des yeux sombres, presque noirs. Peut-être s'est-il trompé, suggéra Hastings. Possiblement, mais lorsque 2 témoignages diffèrent sur un détail aussi crucial, il est de notre devoir d'examiner cette divergence de plus près. Poirot sortit de sa poche une petite loupe et examina attentivement la photo qu'il avait emportée. Et puis il y a autre chose. Regardez ici, derrière Evelyn. Hastings plissa les yeux. On dirait une affiche? Exactement. Une affiche pour une conférence médicale donnée par le docteur Thomas Whitfield. Très intéressant, non? Que faisait notre jeune assistante sociale à une conférence médicale? À leur arrivée à Brighton, une brume légère flottait au-dessus de la mer, enveloppant la promenade dans une atmosphère irréelle. Poirot demanda immédiatement à être conduit à l'hôpital où travaillait le docteur Whitfield. Le médecin, un homme d'une trentaine d'années aux tempes grisonnantes prématurément, les reçut dans son bureau après quelques minutes d'attente. Son regard intelligent passa rapidement de Poirot à Hastings avant de se fixer sur le détective. « Monsieur Poirot » commença-t-il d'une voix calme mais ferme. « J'ai entendu parler de votre réputation. En quoi puis-je vous être utile ?» Poirot s'assit avec précision, ajustant imperceptiblement sa cravate avant de répondre. « Docteur Whitfield, je mène une enquête concernant la disparition de Miss Evelyn Howard. J'ai cru comprendre que vous la connaissiez. » Le médecin hocha lentement la tête. « En effet, nous fréquentions depuis quelques mois. Mais je vous assure que je n'ai aucune idée de ce qui a pu lui arriver. » « Intéressant choix de mots, » nota Poirot. «
Vous dites « fréquenter », mais selon mes informations, vos relations semblaient no plus sérieuses que cela. Whitfield esquissa un sourire contraint. Peut-être. Mais ces derniers temps, Evelyn semblait distante. Elle parlait souvent d'un projet important, sans jamais vouloir me donner de détails. Cette distance dont vous parlez, intervint Hastings, était-elle accompagnée de changements dans son comportement? Le médecin réfléchit un moment. Maintenant que vous le mentionnez, elle recevait beaucoup de coups de téléphone tard, dans la nuit. Parfois, elle devait partir précipitamment, même en pleine consultation. Poirot se pencha légèrement en avant. Et ces appels, savez-vous d'où ils provenaient? Non. Mais... Whitfield hésita, visiblement mal à l'aise. Il y a quelque chose que je n'ai dit à personne. Le soir de sa disparition, elle m'a appelé. Elle semblait effrayée. Disait qu'elle avait découvert quelque chose de grave. Elle voulait me voir immédiatement, mais quand je suis arrivé chez elle, elle n'était plus là. Le détective nota mentalement cette information. Avez-vous signalé cet appel à la police? Non. Je pensais qu'elle reviendrait. Et puis... Il baissa les yeux. Je craignais qu'on ne croie pas mon histoire. Poirot se leva et arpenta lentement la pièce. Docteur Whitfield, connaissez-vous un certain Mr. Whittington? Le médecin parut sincèrement surpris. Le banquier? Non, je ne vois pas qui c'est. Pourquoi? Simple routine, répondit évasivement Poirot. Une dernière question. Avez-vous remarqué si Miss Howard portait quelque chose de particulier ces derniers temps? Un bijou inhabituel peut-être? Whitfield réfléchit. Maintenant que vous le dites, elle portait souvent une broche ancienne, représentant un serpent entourant une pierre rouge. Elle disait que c'était un héritage familial. Dans la rue, alors qu'ils marchaient vers leur prochain rendez-vous, Hastings ne put s'empêcher de poser la question qui lui brûlait les lèvres. Poirot, où tout cela nous mène-t-il, entre le fantôme, la broche et maintenant ces mystérieux appels téléphoniques? Mon cher ami, répondit Poirot avec un petit sourire, nous suivons le fil d'Ariane dans un labyrinthe complexe. Chaque élément, la robe blanche, la broche, les appels nocturnes, forment un motif. Et ce motif, je commence à le discerner. Ils se rendirent ensuite à l'appartement d'Evelyn Howard, situé dans une résidence victorienne élégante. La propriétaire, Mrs. Butterworth, une femme replète aux joues roses, les accueillit avec empressement. « Oh, monsieur Poirot, j'ai vu votre photo dans les journaux. Quel honneur !» s'exclama-t-elle. La pauvre Miss Howard, une si gentille locataire, toujours ponctuelle pour le loyer, toujours polie. Poirot examina attentivement l'appartement, notant chaque détail. Sur la table de chevet, un livre ouvert attira son attention, les mythes grecs expliqués. Plus intéressant encore, une feuille de papier froissée gisait dans la corbeille à papier. Après avoir chaussé ses lunettes, il lut les quelques lignes griffonnées, 12 travaux, Hercule, justice divine. Un frisson parcourut le détective. Mrs. Butterworth, avez-vous remarqué des visiteurs inhabituels ces derniers temps? Maintenant que vous le mentionnez, répondit la logeuse, il y avait un homme, grand et distingué. Il venait souvent tard dans la soirée. Il disait être un cousin, mais, encouragea Poirot, il n'avait pas l'air, comment dire, naturel, trop parfait, trop poli, et ses yeux, ils avaient quelque chose de froid. De retour à leur hôtel, Poirot passa la soirée à examiner les indices recueillis. La broche en forme de serpent, la référence aux 12 travaux d'Hercule, les allusions à la justice divine. « Hastings, dit-il soudain, rappelez-moi les circonstances exactes de la disparition de Mr. Whittington il y a 10 ans. » 10 ans, s'étonna Hastings. Mais il n'a jamais disparu. Ah, mais c'est là que vous faites erreur, mon ami.
Lady. Cynthia a mentionné qu'Evelyn avait perdu sa mère il y a 10 ans. Et maintenant, nous découvrons que quelqu'un utilisant le nom de Whittington était impliqué dans une affaire de fraude à cette époque. Poirot aligna devant lui les différents éléments de l'affaire. La photographie, une copie du testament, d'Evelyn, la description de la broche, et un article de journal jauni relatant la faillite frauduleuse d'une banque londonienne. Tout cela forme un tableau fascinant, murmura-t-il. Nous avons affaire non pas à une simple disparition, mais à une vengeance méthodiquement planifiée. Chaque action, chaque rencontre, chaque indice a été soigneusement orchestré. Le lendemain matin, ils se rendirent à la bibliothèque municipale pour consulter les archives locales. Parmi les vieux journaux, Poirot découvrit un article qui fit naître une lueur d'excitation dans ses yeux. « Regardez, Hastings, cet article relate la mort tragique de Mrs. Howard, la mère d'Evelyn. Elle serait tombée accidentellement dans les escaliers de la banque Whittington & Co. le soir même où la fraude a été découverte. » Hastings pâlit. « Vous pensez que... » »« Je pense, » interrompit Poirot, « que nous avons affaire à une variation moderne des 12 travaux d'Hercule. Chaque événement, la disparition d'Evelyn, le fantôme dans le train, la broche maudite, représente une étape dans une quête de justice personnelle. Ils décidèrent de rendre visite à Monsieur Whittington, le témoin original du fantôme. Lorsqu'ils arrivèrent à son domicile, une grande maison géorgienne située dans les beaux quartiers de Brighton, ils furent accueillis par un majordome impassible. « Monsieur Whittington regrette, » annonça-t-il d'une voix monocorde, « mais il est souffrant et ne peut recevoir de visiteurs. »« Très dommage, » répondit Poirot avec un sourire entendu. « Dites-lui simplement que je sais pourquoi il a vu ce qu'il a. » Vu dans ce train. Moins de 5 minutes plus tard, M. Whittington les recevait dans son bureau, visiblement agité. « Monsieur Poirot, vous devez comprendre. Ce n'était pas un fantôme. C'était elle, la femme qui est morte ce soir-là. »« Qui est morte ?» demanda doucement Poirot. « Margaret Howard, » répondit Whittington d'une voix tremblante. « La femme que j'ai poussée dans ces escaliers. Elle portait une robe blanche, exactement comme Evelyn, » compléta Poirot. « Car vous avez vu Evelyn ce soir-là, n'est-ce pas? Pas un fantôme, mais une jeune femme vivante, vêtue d'une robe identique à celle de sa mère. » Whittington s'effondra dans son fauteuil, vaincu. « Elle m'a menacé de tout révéler. Depuis des années. Elle attendait le moment parfait pour accomplir les 12 travaux d'Hercule, » termina Poirot. « Chaque action, chaque rencontre, chaque coïncidence apparente faisait partie d'une stratégie complexe visant à vous faire avouer votre crime. » Dans le train du retour vers Londres, Hastings secoua la tête, admiratif. « Poirot, comment avez-vous compris toute cette machination? »« Mon ami, » répondit le détective en souriant. « Tout était là, sous nos yeux. Les références aux mythes grecs, la broche symbolisant la transformation, les 12 étapes méthodiquement exécutées. Evelyn Howard n'était pas une victime, mais une justicière moderne, utilisant les outils de son époque pour accomplir ce qu'elle considérait comme sa mission divine. Chapitre 3. Les 12 travaux. De retour à Whitehaven Mansion, Poirot s'installa dans son fauteuil préféré, ses moustaches frémissant d'excitation intellectuelle. Devant lui, sur la table basse, il avait disposé 12 cartes, chacune représentant un événement ou un indice clé de l'affaire en cours. « Hastings, » dit-il pensivement, « savez-vous pourquoi Hercule, dans la mythologie grecque, a dû accomplir ces 12 travaux? »« Pour expier ses crimes, n'est-ce pas ?» répondit Hastings, légèrement incertain. « Précisément. Mais il y a plus que cela. Chaque travail représentait une étape de purification, une transformation intérieure. Et c'est exactement ce que Miss Evelyn Howard semble avoir entrepris
une quête de justice personnelle qui transcende la simple vengeance. Le détective prit la première carte, une photographie de la broche en forme de serpent. Le premier travail d'Hercule était de tuer. Le lion de Némée, symbole de force brute. Ici nous avons la broche, un serpent entourant une pierre rouge. Le serpent, dans de nombreuses cultures, représente la transformation et la renaissance. Il passa à la deuxième carte, une copie du testament d'Evelyn Howard. Le deuxième travail consistait à détruire l'hydre de Lerne, cette créature aux multiples têtes qui se régénérait constamment. Dans notre affaire, nous avons affaire à des identités multiples. Mr. Whittington apparaissant sous différents noms, Evelyn utilisant divers déguisements. Hastings suivait attentivement le raisonnement de son ami. Et les autres travaux? Comment s'intègrent-ils dans cette histoire? Poirot sourit, visiblement ravi de pouvoir partager son analyse. Le troisième travail concernait la capture de la biche de Sérigny, symbole d'agilité et de grâce. Dans notre cas, nous avons affaire à une jeune femme capable de se mouvoir avec une discrétion remarquable, comme lorsqu'elle est apparue dans le train sans être vue entrer ou sortir. Il continua ainsi, associant chaque travail mythologique à un aspect de l'affaire. La capture du sanglier d'Érimante correspondait au danger encouru par Evelyne. Le nettoyage des écuries d'Augias représentait sa volonté de purger la corruption. La capture des oiseaux du lac Stymphal symbolisait sa capacité à manipuler les informations. Le septième travail est particulièrement intéressant, nota Poirot en examinant une coupure de presse relatant la fraude bancaire. Hercule dut capturer le taureau de Crète, symbole de puissance débridée. Ici, nous avons affaire à la cupidité démesurée de M. Whittington, qui a conduit à la mort de Margaret Howard. La porte s'ouvrit soudain, révélant George, portant un plateau avec du thé frais et une enveloppe scellée. « Un message urgent pour vous, monsieur », annonça-t-il. Poirot saisit l'enveloppe et en examina attentivement le cachet. « Ah, de Lady Cynthia ». Il l'ouvrit avec précaution et parcourut rapidement son contenu. Son expression changea subtilement. « Mon cher Hastings, nous devons immédiatement nous rendre à l'hôpital St. Mary's. Lady Cynthia vient d'apprendre que le docteur Whitfield a été retrouvé inconscient dans son bureau, victime d'une tentative d'empoisonnement. » Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, ils trouvèrent Lady Cynthia dans la salle d'attente, visiblement bouleversée. « C'est ma faute, » murmura-t-elle. « Je n'aurais jamais dû vous parler de Thomas. Maintenant, il est... » « Allons, allons, » la réconforta Poirot. « Racontez-moi exactement ce qui s'est passé. » Une infirmière les accompagna jusqu'à la chambre où reposait le docteur Whitfield, encore inconscient, mais stable. Sur la table de chevet, Poirot remarqua immédiatement une petite boîte en argent contenant une poudre blanche. « Avez-vous touché à cela ?» demanda-t-il sévèrement. « Non, » répondit Lady Cynthia. « J'ai tout laissé tel quel après avoir trouvé Thomas. » Poirot examina minutieusement la boîte avec sa loupe. « Intéressant, très intéressant. Cette poudre ressemble étrangement au poison utilisé dans un autre cas célèbre, celui du médecin français accusé d'avoir empoisonné ses patients. » Hastings fronça les sourcils. « Vous pensez que c'est lié ? » ?»« Peut-être pas directement, » répondit Poirot. « Mais considérez ceci. Le huitième travail d'Hercule consistait à capturer les juments de Diomède qui étaient nourris de chair humaine. Ici, nous avons affaire à un médecin, symbole traditionnel de guérison, qui aurait pu utiliser ses connaissances pour nuire plutôt que pour soigner. Ils décidèrent de se rendre au domicile du docteur Whitfield pour une perquisition plus approfondie. La maison, située dans une rue tranquille, respirait l'ordre et la propreté.
Dans son bureau, Poirot découvrit un journal intime soigneusement dissimulé derrière une rangée de livres médicaux. « Écoutez ceci », dit-il, en parcourant les pages. 23 mars. Evelyn m'a parlé aujourd'hui de sa mission. Elle veut que je l'aide à administrer la justice divine. Je ne suis pas sûr. Justice divine, répéta Hastings. Cela me rappelle exactement, s'exclama Poirot. Le 9e travail d'Hercule consistait à obtenir la ceinture de la reine des Amazones, symbole de justice et de pouvoir. Dans notre affaire, nous voyons apparaître cette notion de justice divine comme un fil conducteur. Plus tard dans la soirée, alors qu'il méditait sur les nouveaux éléments de l'affaire, Poirot reçut un appel téléphonique inattendu. « Monsieur Poirot », dit une voix féminine déformée, « si vous continuez à fouiller dans cette affaire, d'autres innocents souffriront. »« Mademoiselle Howard, je présume », répondit calmement le détective. Un silence significatif suivit, avant que la communication ne soit brutalement interrompue. Poirot reposa lentement le combiné, un sourire satisfait aux lèvres. « Hastings, » dit-il, « nous approchons du dénouement. Chaque pièce du puzzle trouve maintenant sa place. » Le lendemain matin, ils se rendirent à la bibliothèque municipale pour consulter les archives locales. Parmi les vieux journaux, Poirot découvrit un article qui fit naître une lueur d'excitation dans ses yeux. « Regardez, Hastings. Cet article relate la mort tragique de Mrs. Howard, la mère d'Evelyn. Elle serait tombée accidentellement dans les escaliers de la banque Whittington & Co. le soir même où la fraude a été découverte. » Hastings pâlit. « Vous pensez que... »« Je pense, » interrompit Poirot, « que nous avons affaire à une variation moderne des 12 travaux d'Hercule. Chaque événement, la disparition d'Evelyn, le fantôme dans le train, la broche maudite, représente une étape dans une quête de justice personnelle. » Dans les jours qui suivirent, Poirot rassembla tous les indices disponibles. La référence aux 12 travaux dans le livre découvert chez Evelyn Law, broche en forme de serpent, symbole de transformation, les tentatives de manipulation psychologique de Mr. Whittington, l'utilisation du Dr. Whitfield comme complice involontaire, le motif complexe de justice divine. Le dernier travail d'Hercule, expliqua Poirot à Hastings, consistait à capturer Cerbère, le chien à 3 têtes gardant les enfers. Dans notre affaire, cela pourrait signifier la confrontation finale avec Evelyn, compléta Hastings. Précisément, et je crois savoir où aura lieu cette confrontation. Guidés par les indices accumulés, ils se rendirent à une vieille propriété abandonnée sur les falaises de Brighton, l'endroit exact où Margaret Howard avait trouvé la mort 10 ans plus tôt. Dans la grande salle principale, éclairée seulement par la lumière de la lune filtrant à travers les fenêtres brisées, Evelyn Howard les attendait, vêtue de sa robe blanche caractéristique. « Vous avez compris, n'est-ce pas, monsieur Poirot ?» dit-elle calmement. Chaque action, chaque rencontre faisait partie d'un plan plus grand. « Oui, mademoiselle Howard, » répondit Poirot. « Vous avez méthodiquement exécuté votre propre version des 12 travaux d'Hercule, transformant votre quête de vengeance en une quête de justice divine. » Evelyn hocha lentement la tête. « Ma mère n'était pas seulement une victime de la cupidité de Whittington. Elle avait découvert une organisation criminelle bien plus vaste. Chaque personne impliquée dans sa mort devait être confrontée à ses actions. » Pendant plusieurs heures, Poirot écouta Evelyn raconter son histoire, pièce par pièce, travail par travail. Lorsque le soleil se leva finalement au-dessus de la mer, éclairant la pièce de ses premiers rayons dorés, le détective savait qu'il avait résolu l'affaire. Chapitre 4. Les masques tombent.
La lumière matinale qui filtrait à travers les fenêtres brisées de la vieille propriété créait des motifs changeants sur le sol poussiéreux, comme si les murs eux-mêmes respiraient. Evelyn Howard, toujours vêtue de sa robe blanche fantomatique, semblait étrangement apaisée maintenant que son secret était dévoilé. « Monsieur Poirot, commença-t-elle d'une voix douce mais ferme, je savais que vous comprendriez. Vous seul pouviez voir au-delà des apparences. » Le détective inclina légèrement la tête, ses moustaches frémissant imperceptiblement. « Mademoiselle Howard, votre quête de justice est admirable dans son intention, mais dangereuse dans son exécution. Chaque action entraîne des conséquences imprévues. » Evelyn sourit tristement. « Je n'avais pas le choix. Après la mort de ma mère, j'ai découvert que ce n'était pas seulement l'œuvre de Whittington. Il faisait partie d'un réseau bien plus vaste, banquiers, médecins, avocats, tous complices dans un système de corruption qui broyait les innocents. » Poirot examina attentivement la jeune femme. Ses yeux, autrefois remplis de colère et de vengeance, semblaient maintenant empreints d'une sagesse douloureuse. Et le docteur Whitfield? Était-il au courant de tout cela? Thomas? Elle hésita. Il connaissait certains aspects, mais il croyait vraiment pouvoir m'aider à trouver une solution plus conventionnelle. C'est pour ça qu'ils ont essayé de l'éliminer. Hastings, qui avait observé silencieusement jusqu'à présent, intervint. Mais pourquoi avoir monté cette mise en scène avec le train et le fantôme? Pourquoi ne pas simplement confronter M. Whittington directement? Evelyn marcha lentement vers une fenêtre, contemplant la mer agitée en contrebas. Parce que chaque travail devait être accompli selon un rituel précis. Le fantôme dans le train représentait la première confrontation avec la culpabilité, forcer Whittington à affronter son passé. Chaque étape devait être symbolique, comme dans les mythes grecs. Poirot prit quelques notes dans son carnet, hochant pensivement la tête. « Intéressant, très intéressant. Et maintenant, mademoiselle Howard, quel est votre plan? Car je suppose que nous n'en sommes pas encore. » Au 12e travail, elle se retourna, surprise par la perspicacité du détective. « Vous avez raison. Il reste une dernière étape, la plus difficile. La capture de Cerbère. Cerbère, dans la mythologie, gardait les enfers, rappela Hastings. Que représente-t-il dans votre quête? Evelyn sortit de sa poche une petite clé ancienne. Cerbère, dans mon cas, c'est les archives secrètes, les preuves irréfutables de toute l'organisation criminelle. Elles sont cachées dans la cave forte de la banque Whittington & Co. C'est là que tout a commencé. » Poirot se leva lentement, ajustant machinalement sa cravate. « Et c'est là que tout doit finir. Mais permettez-moi de vous poser une question. Êtes-vous prête à abandonner votre quête personnelle pour laisser la justice officielle suivre son cours? » La jeune femme réfléchit longuement avant de répondre. « Je ne sais pas. Pendant 10 ans, cette quête a été ma raison de vivre. Mais peut-être que la vraie transformation, compléta Poirot, est de passer de la vengeance à la justice véritable. » Ils décidèrent de se rendre immédiatement à la banque Whittington & Co. Lorsqu'ils arrivèrent dans le quartier financier de Brighton, ils trouvèrent le bâtiment principal encerclé par la police. Apparemment, quelqu'un avait signalé une activité suspecte dans les sous-sols. « Nous arrivons peut-être trop tard, » murmura Hastings inquiet. « Pas nécessairement, » répondit Poirot. « Souvenez-vous, chaque travail doit être accompli selon un certain ordre. Les événements actuels font probablement partie du 11e travail, la récupération des pommes d'or des Hespérides. Ils réussirent à pénétrer dans le bâtiment grâce aux relations de Lady Cynthia, qui les avait rejoints discrètement. Dans les sous-sols, ils découvrirent une scène surprenante. Plusieurs coffres forts ouverts, leur contenu dispersé sur le sol. « Quelqu'un est passé avant nous, nota Hastings, sauf que... »
Poirot s'accroupit pour examiner les serrures forcées. Ces coffres ont été ouverts de l'intérieur. Regardez les marques. Lady Cynthia poussa un petit cri étouffé. C'est impossible. Personne ne peut entrer ou sortir sans être vu. Sauf si cette personne est déjà à l'intérieur, répondit calmement Poirot. Monsieur Whittington, je présume que vous nous écoutez? Un panneau de bois coulissa silencieusement, révélant l'homme d'affaires, visiblement épuisé. Monsieur. Poirot. Je savais que vous finiriez par comprendre. Comprendre quoi? Demanda Evelyn tendue. Que vous n'étiez pas seul dans cette quête, répondit Poirot. Mr. Whittington, ici présent, a lui aussi mené sa propre enquête interne, cherchant à purger son organisation de ses éléments corrompus. Whittington acquiesça lentement. Depuis la mort de Margaret, j'ai réalisé l'étendue du mal que j'avais contribué à créer. J'ai essayé de démanteler le réseau de l'intérieur, mais vos actions ont attiré l'attention des autres membres, compléta Poirot. Ils ont tenté de vous éliminer, exactement comme ils ont essayé avec le docteur Whitfield. Dans les heures qui suivirent, Poirot organisa une confrontation méthodique entre les différents protagonistes. Chaque détail, chaque indice fut soigneusement assemblé pour former un tableau complet de la situation. Evelyn Howard avait effectivement orchestré une série complexe de confrontations symboliques. Mr. Whittington avait simultanément travaillé à démanteler l'organisation de l'intérieur. Le docteur Whitfield, bien que manipulé, avait involontairement contribué à exposer les activités criminelles. Lady Cynthia, malgré son apparente ignorance, avait fourni des informations cruciales à Evelyn. « Nous avons affaire, » expliqua Poirot, à une version moderne de la tragédie grecque. Chaque personnage représente une facette différente de la justice et de la rédemption. La tension dans la salle augmenta lorsque des policiers en uniforme firent irruption, guidés par George, qui avait alerté les autorités après avoir intercepté un appel suspect. « Maintenant, mes amis, » dit Poirot en regardant tour à tour chacun des protagonistes, « nous devons décider de l'avenir. La loi officielle va maintenant prendre le relais, mais la vraie question est, quelle justice choisirons-nous » Evelyn s'avança, tenant toujours la petite clé ancienne. Cette clé ouvre non seulement la cave forte principale, mais aussi les archives secrètes. Tout y est documenté, les noms, les transactions, les crimes. Whittington hocha la tête. « Je suis prêt à témoigner. Après tout, c'est moi qui ai mis en place ce système. Je peux également aider à identifier ceux qui méritent réellement la justice. » Lady Cynthia, tremblante mais déterminée, ajouta « Et moi, je peux fournir les preuves financières accumulées au fil des années. » Pendant plusieurs heures, sous la supervision de Poirot, les différents participants compilèrent toutes les informations disponibles. Le détective notait chaque détail, créant un dossier complet qui pourrait être présenté aux autorités compétentes. « Vous savez, » remarqua Poirot pensivement, « dans la mythologie, après avoir accompli ses 12 travaux, Hercule n'a pas trouvé la paix immédiatement. La transformation intérieure prend du temps. » Evelyn sourit faiblement. « Peut-être que mon propre voyage de transformation ne fait que commencer. » À l'aube, alors que les premiers rayons de soleil illuminaient les rues de Brighton, Poirot prit congé des différents protagonistes. Chacun partait avec une nouvelle compréhension de son rôle dans cette affaire complexe. « Hastings, dit-il, tandis qu'ils marchèrent vers leur hôtel, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans toute cette affaire? À part le fait que nous ayons affaire à une organisation criminelle utilisant des références mythologiques, comme code, plaisanta Hastings. Non, mon ami, ce qui est fascinant, c'est comment chaque protagoniste a joué un rôle crucial sans même le réaliser pleinement.
Comme dans une véritable tragédie grecque, le destin a tissé ses fils autour de chacun d'eux. De retour à Whitehaven Mansion, Poirot passa la journée à méditer sur l'affaire. Il aligna devant lui les 12 cartes représentant les différents travaux accomplis. Le lion de Némée, la confrontation initiale avec la culpabilité l'hydre de Lerne, les identités multiples et les tentatives de manipulation, la biche de Sérigny, l'agilité et la capacité d'évasion, le sanglier d'Érimante, les dangers encourus, les écuries d'Augias, la purification nécessaire, les oiseaux du lac Stymphal, la manipulation de l'information, le taureau de Crète, la cupidité débridée, les juments de Diomède, le pouvoir médical détourner la ceinture de la reine des Amazones, la quête de justice divine, les bœufs de Gérion, la complexité des connexions criminelles, les pommes d'or des Hespérides, l'épreuve finale Cerbère, la confrontation ultime avec la vérité, mon cher Hastings, conclut Poirot en rangeant soigneusement les cartes. Nous avons assisté à une variation moderne d'une des plus grandes quêtes de l'histoire humaine. Mais rappelez-vous, même Hercule, après ses 12 travaux, est resté humble face à la complexité de la nature humaine. Chapitre 5. La vérité dans les ombres. Les jours suivant la confrontation dans les sous-sols de la banque Whittington & Co. s'écoulèrent dans une atmosphère étrange, à mi-chemin entre soulagement et tension résiduelle. À Whitehaven Mansion, Poirot passait de longues heures à organiser les preuves accumulées, créant un véritable labyrinthe d'indices sur sa table basse. « Hastings, » dit-il un matin en contemplant son arrangement méticuleux. « Savez-vous ce qui distingue une tragédie grecque d'une simple affaire criminelle ?» Hastings, en train de siroter son thé matinal, haussa les sourcils. « Eh bien, les dieux jouent un rôle plus actif dans les tragédies grecques, non ?»« Précisément, » s'exclama Poirot. « Dans notre affaire, nous avons eu affaire à des forces bien plus complexes que la simple cupidité humaine. Chaque personnage était à la fois marionnettiste et marionnette, manipulant les événements tout en étant manipulé par eux. Le détective désigna une série de photographies alignées, Evelyn Howard dans différentes tenues, Mr. Whittington au club, le Dr. Whitfield dans son bureau, Lady Cynthia recevant des invités. Regardez ces visages, continua-t-il, chacun porte un masque, le masque de leur rôle social, mais derrière ces apparences, où se cachent des vérités bien plus complexes, compléta Hastings. Mais Poirot, comment avez-vous su que Whittington travaillait également contre l'organisation ? Poirot sourit, ses yeux verts brillant d'une lueur malicieuse. Mon ami, souvenez-vous du serpent sur la broche d'Evelyn. Dans la mythologie, le serpent représente souvent la dualité, le bien et le mal coexistant. Lorsque j'ai vu comment Whittington réagissait aux accusations, je me suis demandé, et si lui aussi avait changé de camp ? La porte s'ouvrit soudain, révélant Georges portant un plateau avec du courrier. Parmi les lettres, une enveloppe scellée avec un emblème familier attira immédiatement l'attention de Poirot. « Lady Cynthia », murmura-t-il en reconnaissant le sceau. Il ouvrit délicatement l'enveloppe et lut rapidement son contenu. Son expression changea subtilement, comme s'il venait de trouver la dernière pièce manquante d'un puzzle complexe. « Nous devons retourner à Brighton immédiatement, » annonça-t-il. « Il semble que notre Cerbère a encore quelques secrets à révéler. » Dans le train, Hastings ne put contenir sa curiosité. « Poirot, que se passe-t-il ? Pourquoi cette urgence soudaine ? Mon cher ami, Lady Cynthia vient de découvrir un élément crucial dans les papiers de sa sœur décédée. Un carnet de comptes appartenant à Margaret Howard, couvrant les 6 mois précédant sa mort. » Hastings fronça les sourcils. «
Mais n'avions-nous pas déjà toutes les preuves nécessaires? Ah, mais c'est là où vous faites erreur, répondit Poirot. Ce carnet pourrait contenir la clé finale, la connexion manquante entre tous les protagonistes. Car, rappelez-vous, dans toute bonne tragédie grecque, il y a toujours un oracle qui révèle la vérité ultime. À leur arrivée à Brighton, ils trouvèrent Lady Cynthia dans le salon de sa résidence, entourée de documents étalés sur une grande table. Elle semblait à la fois excitée et inquiète. « Monsieur Poirot, commença-t-elle sans préambule, j'ai découvert quelque chose de troublant. Ces comptes ne concernent pas seulement les transactions financières de ma sœur. Ils documentent aussi ses rencontres avec divers personnages, certains dont je n'avais jamais entendu parler. » Poirot examina attentivement le carnet, notant les noms et dates soigneusement inscrits. Soudain, une entrée particulière attira son attention. 23 avril. Rendez-vous avec D à la bibliothèque municipale. Discuter des mesures nécessaires. D, répéta Hastings. Qui pourrait-ce être? Lady Cynthia secoua la tête. Je n'en ai aucune idée, mais regardez cela. Chaque rencontre est accompagnée d'un symbole différent. Ici, une plume. Là, un poignard. Ici encore, une balance. Les attributs de la justice, murmura Poirot pensivement. Mais utilisés ici pour symboliser différentes approches, fascinant. Ils décidèrent de se rendre à la bibliothèque municipale, espérant trouver des indices supplémentaires. Dans la section des archives locales, Poirot découvrit un vieux registre des visiteurs datant de la période mentionnée dans le carnet. « Regardez cela », dit-il en montrant une signature familière. « Dr Thomas Whitfield. Mais ce qui est plus intéressant, c'est le nom juste en dessous. Miss E.H. Evelyn Howard, Davina Hastings. » Précisément, et remarquez la date, exactement celle mentionnée dans le carnet de Margaret Howard. Le bibliothécaire, un homme âgé aux lunettes cerclées de fer, se rappela vaguement des visites. Oh oui, ces deux-là venaient souvent. Ensemble, ils consultaient toujours les mêmes livres sur les mythes grecs, la justice divine. Cela confirme mes soupçons, nota Poirot. Evelyn et le docteur Whitfield collaboraient depuis bien plus longtemps que nous ne le pensions. Plus tard dans la journée, ils rendirent visite au docteur Whitfield, maintenant remis de son empoisonnement. Sa maison, autrefois impeccablement rangée, semblait maintenant porter les marques de son combat intérieur. « Vous saviez, » accusa doucement Poirot, « que Margaret Howard rencontrait régulièrement Evelyn avant sa mort. » Le médecin pâlit légèrement. « Je ne savais pas qu'elle documentait leur rencontre. Mais oui, Evelyn m'a parlé de ces rendez-vous. Elle disait que sa tante l'aidait à comprendre la situation. Et le symbole de la plume, demanda Poirot. Whitfield hocha lentement la tête. Margaret voulait documenter tout ce qu'elle découvrait. La plume représentait la vérité écrite, le poignard représentait les actions nécessaires, compléta Poirot. Et la balance, la justice recherchée. L'analyse des documents progressait, révélant des connexions plus profondes entre les différents protagonistes. Margaret Howard avait commencé à documenter les activités criminelles bien avant sa mort. Evelyn avait hérité de cette mission, transformant la recherche de vérité en quête de vengeance. Le docteur Whitfield avait servi de pont entre les deux générations. Mr. Whittington, initialement complice, avait finalement choisi de combattre l'organisation de l'intérieur. Lady Cynthia, sans le savoir, avait fourni des ressources cruciales grâce à son statut social. « Nous avons affaire, » expliqua Poirot, « à une véritable symphonie de destins entrelacés. Chaque personnage joue une note particulière dans cette composition complexe. »
le 5e jour de leur enquête à Brighton, alors qu'ils examinaient les archives dans une petite salle de consultation, une silhouette familière apparut à la porte. « Mr. Whittington », salua Poirot sans surprise. « J'attendais votre visite. » L'homme d'affaires entra, visiblement fatigué mais déterminé. « Monsieur Poirot, je dois vous parler. J'ai découvert quelque chose de capital. » Il sortit de sa serviette plusieurs documents officiels. Ceux-ci sont les statuts originaux de la banque Whittington & Co. Regardez qui figure parmi les fondateurs. Hastings prit les documents et blêmit. Mais, c'est impossible. Lady Cynthia Davenport? Oui, confirma Whittington. Son mari, décédé il y a 20 ans, était l'un des principaux investisseurs. C'est ainsi que Margaret Howard a obtenu son poste à la banque. Poirot joignit les doigts sous son menton, adoptant sa posture de réflexion caractéristique. Alors, voilà pourquoi Lady Cynthia semblait toujours, comment dire, trop impliquée dans cette affaire. Lady Cynthia elle-même arriva peu après, ayant été informée de la présence de Whittington. Devant les preuves accablantes, elle s'effondra dans un fauteuil, visiblement bouleversée. « Je voulais simplement protéger la mémoire de ma sœur », murmura-t-elle. « Je ne savais pas que mon mari avait contribué à créer ce monstre. »« Personne ne peut choisir son destin, » dit doucement Poirot. « Mais chacun peut choisir comment affronter la vérité quand elle émerge des ombres. » Dans les heures qui suivirent, sous la supervision attentive de Poirot, les 4 protagonistes principaux, Evelyn Howard, Mr. Whittington, le docteur Whitfield et Lady Cynthia, collaborèrent pour assembler le dossier final. Chaque pièce du puzzle trouva sa place. Les documents originaux de Margaret Howard, les preuves accumulées par Evelyn, les témoignages internes de Whittington, les informations financières fournies par Lady Cynthia. « Vous savez, » remarqua Poirot en pâtissant, observant le soleil couchant à travers les fenêtres de la bibliothèque, dans la mythologie grecque, même les dieux étaient sujets à la justice divine. Aucun mortel, ni aucun immortel n'échappe à la vérité. Evelyn, qui avait écouté silencieusement jusqu'à présent, prit la parole. Alors peut-être que notre quête n'était pas seulement de punir, mais de purifier, comme Hercule, nettoyant les écuries d'Augias. Exactement, approuva Poirot. La vraie transformation arrive lorsque nous acceptons non seulement nos erreurs, mais aussi notre capacité à changer. Le lendemain matin, alors qu'ils préparaient leur départ pour Londres, Poirot rassembla tous les participants dans le grand salon de Lady Cynthia. « Mes amis, » commença-t-il solennellement, « nous avons accompli ensemble une variation moderne des 12 travaux d'Hercule. Mais rappelez-vous, la vraie force ne réside pas dans la vengeance, mais dans la capacité de transformer la colère en justice, la douleur en compréhension et la culpabilité en rédemption. » Lady Cynthia, les yeux brillants de larmes, hocha lentement la tête. Peut-être que nous avons tous, à notre manière, trouvé notre propre chemin de purification. Chapitre 6. Les fils du destin. De retour à Whitehaven, mansion, Poirot passa une journée entière à méditer devant sa fenêtre, observant les nuages qui dérivaient lentement dans le ciel londonien. Ses moustaches frémissaient légèrement au rythme de ses pensées, tandis que ses doigts tambourinaient imperceptiblement sur l'accoudoir de son fauteuil. « Hastings, » dit-il soudain, « savez-vous pourquoi dans la mythologie grecque, les moires ou parques étaient 3 ?» Hastings, confortablement installé dans son fauteuil avec un livre qu'il ne lisait pas vraiment, releva la tête. « Et, bien, parce qu'elle représentait les différents aspects du destin, non ? Le passé, le présent et le futur ? » « Précisément, » s'exclama Poirot, se levant pour arpenter la pièce.
Mais elles représentent aussi autre chose. Les fils du destin qu'elles tissent, mesurent et finalement coupent. Et c'est exactement ce que nous avons vu dans cette affaire. Le détective marcha jusqu'à sa table basse, où étaient encore disposés tous les documents de l'enquête. Il prit une feuille particulière, une photocopie des statuts originaux de la banque Whittington & Co. « Regardez cela attentivement », continua-t-il. Les noms mentionnés ici, Lady Cynthia, par l'intermédiaire de son mari, Margaret Howard, comme employé, Mr. Whittington, comme fondateur principal, forment un véritable réseau de destins entrelacés. Hastings s'approcha pour examiner le document. Mais comment tout cela a-t-il pu rester caché pendant si longtemps? C'est là le plus fascinant, répondit Poirot, parce que chaque protagoniste ne voyait qu'une partie du tableau complet. Comme dans une tapisserie, chacun était concentré sur son propre fil sans voir le dessin global. La porte s'ouvrit doucement, révélant George portant un plateau avec du thé frais et une enveloppe scellée. « Un message urgent pour vous, monsieur » annonça-t-il. Poirot saisit l'enveloppe et reconnut immédiatement l'écriture élégante d'Evelyn Howard. En extrayant la lettre, il lut rapidement son contenu avant de se tourner vers Hastings. « Mon cher ami, il semble que notre histoire n'est pas encore terminée. Miss Howard demande à nous voir immédiatement à Brighton. »« Encore Brighton ?» s'étonna Hastings. « Que peut-elle vouloir maintenant ?»« Je pense, » répondit pensivement Poirot, « qu'elle a découvert quelque chose de crucial concernant le dernier fil du destin, celui qui relie tout ensemble. » Dans le train vers Brighton, Poirot partagea ses réflexions avec Hastings. « Vous savez, mon ami, dans toute bonne tragédie grecque, il y a toujours un moment où toutes les vérités émergent simultanément. C'est ce que les Grecs appelaient l'anagnorisis, la reconnaissance finale. Ils arrivèrent à destination juste avant le crépuscule. Evelyn les attendait dans le même salon de thé où ils avaient souvent discuté de l'affaire. Elle semblait différente, plus calme, plus sereine. « Monsieur Poirot, commença-t-elle en leur servant du thé, j'ai découvert quelque chose que ma mère avait caché dans la doublure de son journal. Regardez cela. » Elle sortit une petite photographie sépia montrant 4 personnes. Margaret Howard, Lady Cynthia jeune, Mr. Whittington beaucoup plus jeune et quelqu'un d'autre. Ce 4e personnage, expliqua Evelyn, est celui qui a tout orchestré depuis le début, le véritable architecte de l'organisation criminelle, Poirot. Examina attentivement la photographie avec sa loupe. Intéressant, très intéressant. Ce visage me rappelle quelqu'un, le docteur Whitfield, compléta Hastings, surpris. Mais ce n'est pas possible. Il est bien trop jeune. Exactement, s'exclama Poirot. Ce n'est pas lui, mais regardez. Les traits, la ressemblance est frappante. C'est son père. Evelyn hocha gravement la tête. J'ai vérifié. Le docteur Thomas Whitfield est le fils d'Albert Whitfield, l'homme qui a réellement fondé l'organisation criminelle. La banque n'était qu'une façade. Poirot se pencha en avant, ses yeux brillants d'excitation intellectuelle. Alors voilà pourquoi. Mr. Whittington semblait toujours, comment dire, coincé entre 2 feux. Il n'était pas seulement complice, il était également victime de cette organisation familiale. La situation prenait maintenant tout son sens. Albert Whitfield avait créé l'organisation criminelle sous couvert de la banque. Lady Cynthia, par son mariage, avait involontairement contribué à fournir une respectabilité sociale. Margaret Howard avait découvert la vérité et payé de sa vie. Son mari, décédé prématurément, avait été probablement éliminé pour avoir posé trop de questions. Le jeune docteur Whitfield, ignorant le passé de son père, était devenu un pion dans une machinerie bien plus grande.
Nous devons confronter le docteur Whitfield avec ces nouvelles informations, déclara Poirot. Mais avec précaution, car rappelez-vous, dans toute tragédie grecque, la révélation finale peut provoquer des réactions imprévisibles. Ils se rendirent immédiatement à la résidence du médecin, située dans une rue tranquille de Brighton. À leur arrivée, ils trouvèrent la maison plongée dans le noir, mais la porte entr'ouverte. « Quelque chose ne va pas », murmura Poirot, ses sens en alerte maximale. Ils entrèrent imprudemment, découvrant le docteur Whitfield dans son bureau, visiblement bouleversé, entouré de documents épars. « Je sais tout », dit-il d'une voix tremblante. « Mon père, tout ce qu'il a fait, je viens juste de découvrir ses lettres. » Poirot s'assit face à lui, adoptant son ton le plus apaisant. « Docteur Whitfield, nous savons maintenant la vérité complète. Vous n'étiez qu'un instrument dans une machinerie bien plus vaste. » Le médecin secoua lentement la tête. « Mais j'ai contribué à maintenir cette organisation en place, même sans le savoir. J'ai utilisé mes connaissances médicales pour sauver des vies, » compléta Poirot. « Car, rappelez-vous, même dans les mains du dieu de la médecine Asclépio, le pouvoir guérisseur peut être détourné. C'est l'intention qui compte. » Dans les heures qui suivirent, sous la direction attentive de Poirot, ils compilèrent toutes les preuves disponibles. Les lettres compromettantes d'Albert Whitfield Less, connexions financières documentées par Margaret Howard Less, témoignages contemporains de Mr. Whittington Less, observations cliniques de Thomas Whitfield Less, archives sociales de Lady Cynthia, vous, savez, remarqua Poirot en alignant soigneusement les documents. Dans la mythologie grecque, même Zeus devait parfois faire face aux conséquences de ses propres actions. Aucun dieu, ni aucun homme, n'est au-dessus de la justice divine. Le lendemain matin, ils organisèrent une confrontation finale dans la grande salle de réception de Lady Cynthia. Tous les protagonistes principaux étaient présents. Evelyn Howard, désormais libérée de sa quête de vengeance. Mr. Whittington, prêt à témoigner contre l'organisation, le docteur Whitfield, confronté à la vérité sur son héritage familial, Lady Cynthia, acceptant enfin son rôle involontaire dans cette tragédie. Poirot se plaça au centre de la pièce, adoptant son attitude professorale caractéristique. « Mes amis, nous avons accompli ensemble une variation moderne des 12 travaux d'Hercule. Mais contrairement aux demi-dieux, nous avons eu la chance de comprendre que la vraie force réside dans la compréhension mutuelle. » Il désigna Evelyn. « Vous avez transformé votre colère en quête de vérité. » Il se tourna vers M. Whittington. « Vous avez trouvé le courage de combattre vos propres démons. » Au docteur Whitfield, « Vous avez accepté de regarder en face les ombres de votre passé. » Et finalement, à Lady Cynthia, « Vous avez trouvé la force d'affronter la vérité sur votre famille. Chacun de vous, conclut Poirot, représente un aspect de la justice divine, la recherche de vérité, le courage de changer, la capacité de pardonner et la volonté de comprendre. » Lady Cynthia, visiblement émue, prit la parole. « Peut-être que cette affaire nous a tous montré que personne n'est totalement innocent, mais que chacun mérite une chance de rédemption. » Evelyn acquiesça lentement. « Et peut-être que la vraie transformation arrive lorsque nous acceptons non seulement nos erreurs, mais aussi notre capacité à changer. » Chapitre 7. L'équilibre divin. Dans les jours qui suivirent la confrontation finale, une atmosphère de calme résolu s'installa à Brighton. Poirot, depuis son appartement de Whitehaven Mansions, méditait sur l'affaire en observant les rayons dorés du soleil couchant jouer avec les ombres des rideaux. « Hastings, » dit-il pensivement, « savez-vous pourquoi, dans les temples grecs anciens, les colonnes étaient toujours disposées par paires ? » Hastings
assis confortablement dans son fauteuil avec un livre qu'il n'avait pas encore ouvert, haussa les sourcils. « Pour supporter le toit ?»« Précisément, » approuva Poirot. « Mais elles représentent aussi autre chose, l'équilibre entre deux forces opposées. Comme dans notre affaire, chaque vérité découvre son contraire. » Le détective se leva et marcha jusqu'à sa table basse, où étaient soigneusement alignés tous les documents de l'enquête. Il prit une petite statuette représentant la déesse Thémis, la justice divine. Vous savez, mon ami, même les dieux doivent parfois faire face à leurs propres contradictions, et c'est exactement ce que nous avons vu dans cette affaire complexe. La porte s'ouvrit doucement, révélant Georges portant un plateau avec du thé frais et une enveloppe scellée. « Un dernier message pour vous, monsieur », annonça-t-il. Poirot examina attentivement l'enveloppe avant de l'ouvrir. À l'intérieur, une simple carte de visite portant ces mots « Merci d'avoir restauré l'équilibre EEH ». « Evelyn Howard », murmura-t-il en rangeant la carte. « Elle a finalement trouvé la paix intérieure. » Hastings posa son livre. « Poirot, maintenant. Que tout est terminé. Comment voyez-vous la conclusion de cette affaire ?» Le détective s'assit lentement, ajustant machinalement sa cravate. « Mon cher Hastings, cette affaire représente bien plus qu'une simple enquête criminelle. Elle illustre parfaitement la complexité de la nature humaine, comment le bien et le mal coexistent en chacun de nous. » Il aligna devant lui les éléments clés de l'affaire. La broche en forme de serpent, symbole de transformation, les 12 travaux accomplis méthodiquement, les masques sociaux portés par chaque protagoniste, les fils du destin tissés par les actions, passer la quête de justice divine. Chaque élément, continua Poirot, représente un aspect de la condition humaine. Le serpent qui mue, les travaux qui purifient, les masques qui dissimulent, les fils qui lient, et la justice qui équilibre. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils discutaient tranquillement, Lady Cynthia arriva sans prévenir. Elle semblait différente, plus légère, comme si un poids immense avait été soulevé de ses épaules. « Monsieur Poirot, » commença-t-elle, « je voulais vous remercier personnellement. Grâce à vous, j'ai pu comprendre non seulement la vérité sur ma famille, mais aussi sur moi-même. » Poirot inclina légèrement la tête. « Madame, la véritable reconnaissance va à votre courage d'affronter la vérité, car rappelez-vous, dans toute bonne tragédie grecque, la catharsis arrive lorsque l'on accepte pleinement son destin. » Lady Cynthia sourit faiblement. « Evelyn m'a parlé hier. Elle a décidé de quitter Brighton pour commencer une nouvelle vie. Peut-être deviendra-t-elle avocate pour poursuivre sa quête de justice par des moyens légaux. » « Une excellente décision, » approuva Poirot. « Car la vraie force réside dans la capacité de transformer la douleur en compréhension et la vengeance en justice. » Le lendemain matin, ils apprirent que Mr. Whittington avait officiellement démissionné de son poste à la banque et collaborait activement avec les autorités pour démanteler l'organisation criminelle. Le docteur Whitfield, quant à lui, avait décidé de consacrer sa carrière à aider les victimes d'abus de pouvoir dans le système médical. « Vous savez, » remarqua Hastings en parcourant les journaux, « tout cela me rappelle une phrase que vous avez dite au début de cette affaire. Il n'existe pas de coïncidence. » « Exactement, » répondit Poirot, « car dans cette histoire, chaque rencontre, chaque action, chaque détail apparenté à une coïncidence faisait partie d'un dessin plus grand, comme dans une tapisserie complexe. » Ils décidèrent de rendre une dernière visite à la vieille propriété sur les falaises de Brighton, l'endroit où tout avait commencé et où tout avait pris fin. En approchant, ils remarquèrent que quelqu'un avait planté des fleurs blanches tout autour du bâtiment. « C'est Evelyn », expliqua Lady Cynthia qui les accompagnait. « Elle dit que c'est une façon d'honorer la mémoire de sa mère.
sans colère, juste avec respect. Poirot contempla longuement la scène, ses yeux, verts brillants d'une lueur particulière. Savez-vous, mes amis, que dans la mythologie grecque, les fleurs blanches symbolisent souvent la purification, comme si cette terre, témoin de tant de drames, pouvait maintenant guérir. À l'intérieur de la propriété, ils découvrirent une surprise, une fresque murale représentant les 12 travaux d'Hercule, peinte avec soin par Évelyne elle-même. « Regardez !» dit Poirot en pointant du doigt. « Chaque travail est associé à un personnage de notre histoire. Le lion de Némée pour Évelyne, l'hydre de Lerne pour M. Whittington, la biche de Sérigny pour Lady Cynthia, le sanglier d'Erimante pour le docteur Whitfield, et ainsi de suite. » Hastings contempla l'œuvre d'art avec admiration. « C'est magnifique. Mais que représente Cerbère ?» Poirot sourit mystérieusement. Cerbère, dans cette interprétation, représente la vérité elle-même, gardien des secrets, mais aussi guide vers la compréhension. Ils passèrent plusieurs heures à discuter calmement dans cette pièce transformée, chacun partageant ses réflexions sur l'affaire et ce qu'elle avait changé dans leur perspective. « Vous savez, » dit Lady Cynthia, « j'ai longtemps cru que la justice était une affaire de punition. Maintenant, je comprends qu'il s'agit plutôt de rétablir l'équilibre. » « Précisément, » approuva Poirot. « Comme dans la balance de Thémis, chaque action doit être pesée avec discernement. » Lorsqu'ils quittèrent la propriété au crépuscule, Poirot s'arrêta un moment pour contempler la mer. « Mes amis, nous avons assisté à une variation moderne de l'une des plus grandes quêtes humaines. Mais rappelez-vous, même après avoir accompli ces 12 travaux, Hercule est resté humble face à la complexité de la nature humaine. » De retour à Whitehaven Mansion, Poirot passa une dernière soirée à organiser les documents de l'affaire. Il plaça soigneusement chaque pièce dans une grande boîte marquée « Les travaux d'Hercule », puis ajouta une note manuscrite. Souvenez-vous, dans toute quête de justice, il est essentiel de distinguer la vengeance de la compréhension, la colère de la transformation et la culpabilité de la rédemption. Car seule la lumière de la vérité peut éclairer les ombres du passé. Hastings, observant son ami ranger méticuleusement chaque document, ne put s'empêcher de sourire. « Poirot, pensez-vous que nous reverrons ces personnages ?»« Qui peut dire ?» répondit le détective avec un petit sourire. « Mais une chose est certaine. Chacun d'eux a trouvé son propre chemin vers la lumière, tout comme Hercule a trouvé la sienne après ses travaux. »
Thank you.